J'ai le grand plaisir d'introduire M. Ursin Hoffmann. J'ai eu passablement de contact avec votre institut, où il y a eu des changements. Finalement, c'est vous qui venez. J'en suis très honoré. Et je vous laisse vous présenter vous-même. Je crois que c'est beaucoup plus simple parce que votre CV est particulièrement impressionnant. D'accord, merci beaucoup et puis bonjour à tout le monde tout d'abord et bon appétit à ceux qui mangent toujours. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation qui va porter sur l'action contre les mines, comme vous pouvez lire, et particulièrement d'un point de vue de sa contribution à la sécurité et puis au développement. Ça fait 3 ans à peu près que je travaille au centre, maintenant dans une fonction de gestion de la qualité de politique. Et donc, de cet angle-là, je vais essayer de vous présenter un peu le sujet. J'aimerais remercier M. Heinzmann pour cette aimable invitation. Et puis, c'est un plaisir pour moi personnellement et c'est un honneur aussi pour le centre de vous faire découvrir un peu l'action contre les mines en plus grand détail. Et puis, j'aimerais aussi passer les vifs remerciements de notre nouveau directeur. C'est l'ambassadeur Stefano Toscano qui a pris ses fonctions en début d'année et qui aurait donc souhaité être parmi vous aujourd'hui, mais qui a été pris malheureusement par d'autres engagements, comme vous comprendrez certainement. Comme vous avez peut-être déjà pu lire un peu dans le petit descriptif qui a été circulé par courriel, donc la présentation va porter principalement sur la sécurité, l'aspect sécuritaire et l'aspect de développement de l'action contre les mines. Néanmoins, peut-être en guise d'introduction, j'aimerais, si vous permettez, vous donner un peu le cadre plus général un peu du concept de l'action contre les mines, donner aussi quelques éléments sur l'étendue du fléau, de la contamination, et puis après, disons, le vif du sujet, conclure avec quelques mots sur les défis auxquels va faire face le secteur actuellement, et puis quelques mots également sur notre contribution en tant que Centre international de déminage humanitaire que je représente. Si on parle d'action contre les mines, c'est clair, déjà dans la terminologie, il y a le mot mine. Et bien sûr, donc, ce sont les mines antipersonnelles qui sont une arme dont on s'occupe en tant qu'acteur dans l'action contre les mines, mais aussi les mines anti-véhicules. Et puis là, déjà, ça devient un peu plus compliqué de trouver une bonne terminologie. Certains disent ce sont plutôt les mines anti-tanks, l'autre pense que c'est plutôt anti-véhicule. Nous, en tant qu'humanitaires, on préfère en parler de mines anti-véhicules, vu que la mine en tant que telle ne fait pas de distinction s'il y a maintenant un tank qui s'approche pour un convoi humanitaire. Donc ça, c'est un peu les premiers types d'armes, mais l'action contre les mines va beaucoup au-delà, disons, des mines en tant que telles. On s'occupe également donc, des restes explosifs de guerre, donc les munitions non explosées, mais aussi les munitions explosives abandonnées. Donc ça, c'est l'image en bas de la Libye après la guerre civile, où vraiment les munitions et les armes sont accessibles à tout le monde sans surveillance. En plus, l'action contre les mines englobe aussi les armes à sous-munitions, aussi une arme dont on s'occupe, également les munitions, donc les stocks, les dépôts de munitions, et puis particulièrement donc, la sûreté et puis la gestion du stockage des munitions. Donc c'est aussi quelque chose dont on s'occupe. Voilà, quelques mots sur justement l'étendue, disons, du problème. Cette carte représente donc la contamination par les mines à niveau mondial, et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un problème global. Donc c'est vraiment presque tous les continents qui sont touchés, l'Afrique en particulier. Et puis on dit que c'est une soixantaine de pays, 59, qui est affecté ou qui sont affectés par les mines. Au niveau de l'utilisation, je vous ai dit, j'ai discuté avec un de vos collègues tout à l'heure, il y a une convention dite d'Ottawa qui interdit l'utilisation, la production, le transfert et puis aussi le stockage des mines antipersonnelles. Et cette convention, je vais y revenir tout à l'heure en plus en détail, a déjà été ratifiée par 161 pays. Donc il reste une trentaine, dont les pouvoirs militaires majeurs comme la Chine, la Russie ou les États-Unis. Mais néanmoins, on peut constater
que malgré cette universalisation qui n'est pas encore complète, cette convention a un effet de stigmatisation. Donc, de nos jours, l'utilisation de l'identité personnelle est quasiment inexistante. Il y a quelques allégations dans certains conflits. C'était le cas en Libye, c'était le cas aussi en Syrie maintenant, où voilà, il y a des allégations que les États ou les forces rebelles utilisent des mythes antipersonnels. Et bien sûr, il y a toute l'autre problématique des groupes non étatiques armés qui parfois recourent toujours voilà, à l'utilisation des mythes antipersonnels. Peut-être, voilà, je peux vous donner quelques chiffres de plus concernant voilà, les victimes, etc., ou la remise à disposition des terres, ultérieurement, si ça vous intéresse. J'aimerais reprendre cette même carte et puis, voilà, vous faire montrer un peu la contamination par les armes à submunition. Donc, c'est également, comme vous voyez, un problème mondial, mais quand même plus limité. Donc, voilà, vous avez quand même un point fort, disons, en Asie du Sud-Est, donc un peu l'héritage de la guerre du Vietnam, et puis aussi en Irak, et puis le Liban. Donc c'est 66 pays et 3 régions qui voilà, sont touchés, considérés comme étant touchés par les armes à submunition. D'un point de vue conceptuel, l'action contre les mines, c'est bien sûr voilà, le déminage, proprement parler. Donc le fait d'enlever les mines du sol. Ça, c'est une composante, disons, de l'action contre les mines, peut-être la plus visible en quelque sorte, et puis la plus tangible aussi. Mais il y a 4 autres piliers qui voilà, viennent se coupler à ce concept de l'action contre les mines. Il y a l'assistance aux victimes, donc c'est un pilier extrêmement important. Si une fois voilà, on est blessé dans un accident, on reste victime pendant le reste de sa vie. Donc il faut une certaine assistance qui est fournie aux victimes voilà, pour le reste de sa vie, de leur vie. Victime, ça peut être la victime elle-même, ça peut aussi englober la famille, voire la communauté. Donc ça dépend toujours un peu des contextes et puis du degré, disons, voilà, de victimisation. Afin d'éviter les victimes, c'est cet autre pilier, l'éducation au risque. Donc ce sont souvent les équipes qui vont dans les communautés affectées et puis les sensibilisent voilà, au risque que représentent ces engins explosifs. Donc voilà, à ne pas les toucher ou à ne pas, par exemple, se livrer à des activités parfois illicites, mais parfois nécessaires pour une simple question de survie, disons, à récolter du métal, à récolter des explosifs et puis à les revendre après. Donc un élément extrêmement important de l'action contre les mines, c'est donc éviter justement que des accidents se produisent. Et finalement, le 4e pilier, c'est donc la destruction des stocks. Les conventions, la convention d'Ottawa, dont je vous ai parlé, mais aussi une convention qui interdit les armes à submunition, c'est voilà, la convention d'Oslo, donc oblige les États à détruire tous leurs stocks. Et puis, donc, ça, c'est également une composante importante, disons, des opérateurs de l'action contre les mines, disons, de détruire ces stocks qui sont parfois impressionnants. Et pour terminer, le 4e pilier, c'est donc tout ce qui touche un peu au plaidoyer. Donc, voilà, avec le but, disons, d'universaliser ces conventions, et puis aussi de sensibiliser l'opinion publique, voilà, du problème. Voilà, comme un peu un petit aperçu historique très très court, mais juste pour vous dire que voilà, le déminage en tant que tel n'est rien de récent. C'est juste un peu l'approche qui a changé. Donc, jusqu'à la fin des années 80, ce sont surtout là, les militaires qui se sont occupés voilà, de déminer les terres. Après, avec les premiers grands programmes des Nations Unies, c'est devenu une approche civile. Donc ce sont les humanitaires qui se sont chargés de plus en plus voilà, du déminage et puis aussi d'englober, disons, ces autres piliers, particulièrement l'assistance aux victimes, qui auparavant a été un peu un aspect négligé, mais qui devient, surtout dans un contexte un peu de droits de l'homme, qui devient maintenant vraiment un concept et puis une action assez importante.
Et puis, donc voilà, ça s'est développé assez fortement sur le terrain. Et puis, ça a eu aussi des répercussions sur le niveau politique, diplomatique, avec 2 conventions qui vraiment ont marqué un peu l'action contre les mines. En 1997, donc cette convention d'Ottawa, qui interdit les mines antipersonnelles. Et puis en 2008, donc l'adoption de la convention sur les armes à sous-munitions. Et puis un dernier slide, un peu de contexte, si vous voulez. Donc ce graphe-là montre un peu l'action contre les mines dans l'espace temporel, si vous voulez. Donc l'action contre les mines peut s'étaler sur une très longue durée, sur plusieurs années, plusieurs décennies, si c'est nécessaire. Avec, donc, après un conflit, un pic, si vous voulez, en termes d'intervention, une intervention qui a comme premier but, un but humanitaire, éviter des accidents, ouvrir parfois des routes qui sont bloquées pour permettre l'assistance humanitaire urgente, et également donc pour assurer la sécurité interne à un État. On va y revenir plus tard. À cela, donc, après cette première phase d'intervention, il y a cette phase un peu de reconstruction d'un État, reconstruction d'une société parfois également, où l'action contre les mines peut également intervenir et contribuer au succès de la reconstruction. Donc, on peut penser au rétablissement de l'infrastructure publique et puis aussi à la réconciliation nationale. C'est un élément que je vais reprendre ultérieurement. Et puis, peu à peu, il y a une transition vers l'action contre les mines avec vocation, disons, à contribuer au développement à plus long terme dans une société. Donc c'est un peu le Mine Action for Development que vous voyez ici en orange. C'est quelque chose qui vraiment peut s'étaler sur plusieurs années et qui poursuit un peu d'autres buts que, disons, ces interventions de première heure, si vous voulez. Et donc le développement, c'est donc le deuxième aspect que je vais élaborer un peu plus en détail plus tard. Si on parle après de la sécurité et du développement, j'aimerais quand même commencer en disant que ça reste, disons, un problème humanitaire tout d'abord. Donc malheureusement, je ne pouvais pas m'empêcher de prendre une de ces images très, très choquantes, mais malheureusement qui marque un peu les esprits. Donc c'est un peu le visage, disons, de l'action contre les mines. Donc les civils qui sont tués, qui sont blessés par des armes qui font pas de distinction entre les civils et puis les combattants. Donc ça c'est vraiment la première conséquence et la conséquence la plus tragique de l'utilisation des mines antipersonnelles ou des armes à sous-munitions. Les conséquences également, c'est donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc un obstacle, disons, à la distribution efficace de l'aide humanitaire. Donc parfois, ça suffit qu'une route soit bloquée et que toute une communauté, toute une province ne peut pas être accédée, même si la population aurait besoin de moyens de survie. Et puis finalement les acteurs humanitaires doivent peut-être recourir à d'autres moyens, un pont aérien, etc., très coûteux souvent, afin de fournir cette aide immédiate à la population touchée. Et puis après, il y a donc des conséquences que je ne vais pas élaborer beaucoup plus, parce que elles vont revenir plus tard. Donc l'accès restreint, par exemple, aux sources d'eau, de vie, de survie, et puis aussi aux infrastructures sociales, économiques d'une communauté. Donc ça, c'est plutôt après du côté un peu du développement. Voilà la contribution, donc je suis entré maintenant un peu dans le vif du sujet, la contribution de l'action contre les mines à la sécurité. Et donc j'aimerais d'abord parler très brièvement de ce concept de sécurité humaine. Donc l'action contre les mines a comme but, disons, d'enlever les mines du sol, donc de dépolluer la terre. Comme on l'a vu, a aussi comme but de détruire les stocks de munitions instables, a comme but d'assurer la sûreté de la gestion du stockage des munitions. Et à travers ces activités, l'action contre les mines ainsi contribue
à la sécurité, tout d'abord, la sécurité physique des individus. Donc ils sont moins exposés à un certain risque. Ils pourraient avoir des séquelles graves, voire fatales. L'action contre les mines ainsi contribue à la liberté de mouvement des personnes. Donc, il n'y a plus ces restrictions qui peuvent parfois avoir lieu s'il y a un champ miné à côté de chez soi, évidemment. Donc ça, c'est un peu le concept de sécurité à niveau individuel. Donc c'est pour chacun. J'ai mis cette image qui est de Brazzaville. Il y a eu une explosion d'un dépôt de munitions au plein centre-ville de Brazzaville, avec plusieurs centaines de morts, et puis une très très grande dévastation matérielle. Et puis, c'est donc la contribution de l'action contre les mines aussi à la sécurité dans des zones habitées. Donc voilà, pour nous, c'est difficilement imaginable qu'au plein centre de Genève, qu'il y ait un dépôt de munitions, mais malheureusement, certains pays de développement, c'est toujours le cas, et c'est souvent des munitions instables, en mauvaises conditions. Et donc, l'action contre les mines, donc, justement, vise à éliminer, à détruire ce stock d'armes, de munitions instables, mais aussi, si on garde ces munitions, au moins de les stocker, de les garder dans des conditions propices, donc afin d'éviter des explosions non intentionnées. Et puis, l'action contre les mines a aussi une contribution, disons, à la sécurité régionale, voire internationale. Je vais juste passer au prochain slide pour ces deux images. Voilà, l'une, vous connaissez déjà. Donc, les deux ont été prises en Libye, après la guerre civile. Et puis, on s'est rendu compte qu'après après cette guerre, il y a une circulation d'armes à l'intérieur du pays, mais aussi vers les pays voisins. Donc, tout à coup, ces armes qui ont circulé en Libye ont alimenté, en quelque sorte, des conflits dans des pays limitrophes. Et donc l'action contre les mines, justement par le fait, disons, de restreindre l'accès aux mines et aux autres armes explosives, peut ainsi contribuer assez considérablement à réduire, disons, cette propagation d'armes. Donc voilà, si tout à coup vous avez un dépôt de munitions qui est en bonne condition, qui est sous sauvegarde, qui est sous contrôle, il y a moins de chances que ce dépôt de munitions soit pillé, par exemple, comme ça a été souvent le cas en Libye. Donc ça, c'est un peu le résultat. Donc, des armes qui sont un peu distribuées dans la nature. De même, il y a un phénomène aussi que certains groupes prennent un peu les mines déjà plantées dans le sol et puis les utilisent à leurs fins, des fins souvent illicites, ou utilisent au moins les explosifs contenus dans les mines. Donc par le fait, disons, de détruire les mines déjà dans le stock, de dépolluer les terres, l'action contre les mines également contribue à réduire, disons, ce potentiel, disons, de violence à travers cette autre utilisation des mines antipersonnelles ou des autres engins explosifs, bien sûr. Voilà, je suis là. L'action contre les mines peut aussi être un élément crucial dans la consolidation de la paix. Après un accord de paix, la paix est souvent très fragile. Donc ce qu'il faut, a priori, c'est de donner une certaine perspective à la population. Et puis l'action contre les mines, justement, par sa nature, elle rouvre l'accès, disons, aux ressources, elle rouvre l'accès aux moyens de subsistance pour la population touchée. Donc ainsi, ça donne une certaine perspective pour la population et réduit par ainsi le risque de recourir à la violence, de recourir aux armes. C'est une contribution assez considérable à ce processus de consolidation de la paix. De même, on peut s'imaginer qu'en une guerre civile, les forces armées font partie de ce conflit et perdent peut-être un peu de leur crédibilité, de leur confiance aux yeux de certaines populations. Si après les forces armées, après un accord de paix, s'engagent, s'investissent dans la dépollution, dans l'action contre les mines,
ça, c'est aussi un moyen, disons, de rétablir cette confiance dans les forces armées, voire dans l'État. Donc la population peut avoir le sentiment que l'État, justement, les prend en charge, en quelque sorte, et puis s'engage à promouvoir, disons, un environnement plus sûr et plus vivable. Ces derniers éléments que j'aimerais mentionner ici, donc la confiance entre les anciens belligérants. Ce qu'on a remarqué souvent, que pendant un conflit entre deux pays limitrophes, la zone frontalière est minée. Après un accord de paix entre ces deux pays, les deux États peuvent, disons, embarquer dans un effort commun de dépolluer cette terre frontalière, cette zone frontalière. Et ainsi, l'action contre les mines permet, disons, d'instaurer un certain dialogue entre anciens belligérants, permet, disons, de promouvoir une certaine coopération entre deux États anciennement en guerre. Donc également, ça c'est une contribution peut-être plus indirecte, mais néanmoins, l'action contre les mines peut être un élément dans une meilleure coopération entre deux États. Finalement, pendant un conflit, les armées ou les forces rebelles sont souvent gonflées en termes de personnel. Et après un conflit, il faut donner aussi une certaine perspective aux anciens soldats, aux anciens combattants. Et puis, l'action contre les mines peut en être un élément, effectivement, dans ce processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Ainsi, donc, en recrutant ces anciens soldats en tant que démineurs, ces anciens soldats ont tout d'abord une activité, ils ont un revenu, et puis ça leur permet, disons, une certaine réintégration dans la société, ce qui est extrêmement difficile parfois pour ces anciens combattants, surtout après un long conflit. Et puis, en même temps, le déminage, déjà par sa nature, c'est un travail dur, bien sûr, c'est dangereux, mais c'est aussi très valorisant et valorisé. Donc, de la part aussi de la population civile, en voyant peut-être un ancien ennemi, si vous voulez, dépolluer leur terre, peut aussi à nouveau insuffler une certaine confiance dans cette personne, et puis aussi contribuer, en fin de compte, à la réconciliation nationale. Et pour terminer, l'action contre les mines peut aussi être une porte d'entrée pour la réforme du secteur de la sécurité. L'action contre les mines a, disons, cet élément, disons, de transparence qui est nécessaire, le partage d'informations, de communication, et ceci permet souvent d'ouvrir un peu les portes et puis de rendre un peu l'appareil du secteur de la sécurité plus transparent, plus responsable, en anglais on dirait accountable. Donc c'est aussi un effet indirect, mais néanmoins une porte d'entrée qui est souvent utilisée pour avancer un peu cette réforme. Voilà, plusieurs éléments donc, sur la sécurité, peut-être on peut en discuter plus amplement ultérieurement. J'aimerais passer au deuxième volet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est donc la contribution de l'action contre les mines au développement. Et j'aimerais commencer avec ces deux cartes-là, du Laos. La carte à gauche montre donc, les districts les plus pauvres du pays, donc du Laos, et puis à droite, une carte représentant le bombardement aérien pendant la guerre du Vietnam. Et puis vous voyez qu'il y a quand même une certaine congruence, si vous voulez, entre ces deux cartes. On ne veut pas, disons, simplifier cette relation cause à effet, mais néanmoins, ces deux images sont quand même assez parlantes. J'ai déjà évoqué plusieurs fois donc, un peu aussi la nature, disons, de l'action contre les mines, qui consiste à remettre les terres à disposition de la population locale. Et donc, avoir un impact direct sur la vie de tous les jours, sur les moyens de subsistance des communautés affectées. Donc, rendre à nouveau ces terres accessibles à des fins
productive. Ça peut être voilà, une production agricole, ça peut être pour voilà, faire des constructions, donc l'infrastructure, mais ça peut aussi être l'accès aux ressources naturelles, aux richesses naturelles. Ainsi, l'action contre les mines est souvent une précondition du développement. Donc, si vous avez un champ miné, il est difficile voilà, d'en faire un usage, une utilisation productive. Donc, l'action contre les mines est souvent, disons, une première activité à faire avant que vraiment un développement socio-économique puisse prendre forme. Et puis également, donc, j'ai déjà brièvement évoqué le fait que parfois une région, une province peut être complètement isolée par le juste fait que la seule route d'accès voilà, est minée ou est suspectée d'être minée. Donc cette route n'est pas empruntée. Et ainsi, en ouvrant cette route, il y a d'abord, disons, l'État qui peut fournir peut-être des prestations sociales qui n'ont pas été fournies auparavant, mais ça permet aussi aux paysans, par exemple, toucher, d'avoir accès à des marchés dans d'autres provinces et ainsi aussi voilà, susciter un certain développement socio-économique. C'est un peu la suite logique, disons, de cette argumentation que l'action contre les mines doit être intégrée dans des stratégies de développement. Donc, dans cette phase de développement d'un pays, il y a bien sûr, voilà, peut-être une séquence logique, disons, des activités, le déminage souvent comme précondition pour le développement, mais idéalement, il devrait vraiment avoir une idée commune, disons, des acteurs du développement et des acteurs de l'action contre les mines, comment justement contribuer au développement à long terme d'une région ou voilà, d'une province. Et puis afin d'assurer que vraiment on a un impact réel sur le terrain, donc il y a vraiment un développement assez après qui puisse en prendre forme, c'est aussi important pour les opérateurs, donc les démineurs, de ne pas faire plus de dégâts qu'auparavant. Donc c'est un peu ce concept en anglais do no harm. Donc voilà, même si la cause est noble, donc on arrive dans un village, on dépollue au plus vite, et puis justement dans l'intention de rendre cette terre accessible au plus vite aussi, ces acteurs doivent tenir compte voilà, de plusieurs voilà, considérations, même avant peut-être de commencer leurs opérations. Donc j'ai mis comme exemple les droits fonciers. Donc souvent, si ce n'est pas très clair qui est le propriétaire légitime voilà, d'une terre, vous pouvez vous imaginer qu'un champ miné après la dépollution gagne extrêmement en valeur. Donc c'est clair qu'il y a aussi après une certaine ruée, si les droits fonciers ne sont pas clairs, il y a une ruée sur ces champs-là, sur ces terres, et puis ça peut déboucher malheureusement à nouveau sur des conflits violents. Et donc les acteurs de l'action contre les mines ont aussi cette responsabilité d'assurer que voilà, après leur opération, qu'il y ait vraiment un développement qui puisse prendre forme, et puis il n'y a pas des conflits après autour des droits fonciers. La même chose s'applique également avec l'environnement. Donc vous voyez ici l'environnement mécanique, le déminage mécanique. Donc c'est clair que les machines peuvent, disons, peuvent avoir un impact sur l'environnement, donc sur la composition, la fertilité du sol. Donc c'est aux acteurs aussi, aux opérateurs de déminage, d'avoir cela en tête, quand ils planifient les opérations, afin d'éviter ou de mitiguer le plus possible ces risques potentiels sur l'environnement. Parce que ça ne sert à rien, en fin de compte, si vous dépolluez une terre qui n'est finalement pas utilisable parce qu'elle n'est plus fertile. Donc ça, c'est vraiment la logique derrière toute notre contribution au développement. On dépollue pour le fait de dépolluer, mais pour avoir vraiment un impact réel sur la vie de tous les jours des bénéficiaires. Voilà, l'action contre les mines civiles, comme je vous ai dit, voilà, déjà une vingtaine d'années, la Convention d'Ottawa est en vigueur depuis 15 ans, mais néanmoins, donc, malgré cette expérience et malgré l'expertise acquise pendant ces décennies,
il y a toujours les défis qui nous attendent et puis auxquels on va faire face. Le premier défi que j'aimerais relever, c'est donc qu'il y a toujours un manque de clarté sur l'étendue de la contamination, donc à l'échelle mondiale. C'est bien sûr, c'est parfois très compliqué, on ne voit pas les mines, par exemple, elles sont plantées dans le sol, parfois après un conflit, les cartes disparaissent ou sont détruites, donc c'est vraiment une tâche très difficile de trouver l'emplacement des mines, et puis aussi ainsi d'arriver à une certaine idée de l'étendue de la contamination. Et puis de même, donc, ça débouche aussi sur une idée plus claire sur les ressources encore nécessaires pour les années à venir, et puis sur le laps de temps que ça prend encore. Donc là, effectivement, il y a maintenant de plus en plus les méthodes en place pour arriver à cette clarté, mais ce n'est pas encore le cas. Et c'est un grand défi pour tout le secteur. Un autre défi, c'est donc les mines autres que les mines antipersonnelles. C'est un terme diplomatique utilisé au Palais des Nations. Pour être plus bref, ce sont les mines anti-véhicules, donc qui ne sont pas encore interdites par une convention, qui sont régulées. Et puis, il y a des pourparlers politiques depuis des années déjà à comment peut-être restreindre encore plus, voire interdire leur utilisation. Donc, on va voir si cette volonté politique de certains États peut prendre forme ces prochaines années. Un défi extrêmement important est donc le développement des capacités nationales, des capacités locales. Donc, déjà, pendant la phase, disons, d'intervention immédiate après un conflit, les acteurs devraient avoir en tête, disons déjà, la phase de transition vers une autorité nationale, locale, compétente. Donc avec les compétences nécessaires pour gérer eux-mêmes le programme et pour faire face eux-mêmes aux problèmes. Donc ça, c'est quelque chose, également un défi qui devient de plus en plus virulent parce que, il y a la crise un peu partout, donc aussi les contributeurs sont moins nombreux. Donc il faut vraiment passer aussi la responsabilité aux États concernés, avec évidemment les compétences nécessaires à l'appliquer. Et puis un dernier point que j'aimerais mentionner, c'est donc une meilleure intégration de l'action contre les mines dans des secteurs apparentés. Je vous ai mentionné donc la réforme du secteur de la sécurité. Il y a pas mal de points de convergence entre l'action contre les mines et puis le RSS. Mais la même chose s'applique également à des problématiques peut-être plus larges, la violence armée, la réduction de la violence armée, les armes de petit calibre, les armes légères, la sécurité de la gestion et du stockage des munitions. Il y a beaucoup de synergie entre ces plusieurs secteurs, et puis c'est maintenant un peu cette grande tendance, et puis aussi la nécessité d'avoir de plus en plus une approche intégrée, une approche globale dans tous ces secteurs, et puis vraiment de profiter de l'expertise de chaque secteur, et puis en profiter dans les autres. Voilà, j'aimerais conclure peut-être avec quelques mots sur le Centre international de déminage humanitaire, et puis voilà aussi pour vous montrer comment nous on s'intègre dans ce monde, disons, de l'action contre les mines. On a été fondé en 1998 par plusieurs États à l'initiative de la Suisse. Et puis on est une organisation d'experts. On est indépendante, on est impartial et puis on est neutre. Donc c'est vraiment quelque chose, une ressource dont nous disposons et dont nous sommes aussi très, très fiers en quelque sorte. Donc on peut être en contact avec les États-Unis comme avec l'Iran. Donc c'est quelque chose qui nous permet vraiment d'avoir ce statut un peu de neutralité et puis de confiance qui est nécessaire dans l'action contre les mines. Nous, on s'occupe de tous les aspects liés aux mines, aux armes à sous-munitions, aux autres explosifs de guerre, mais aussi aux munitions. Donc vraiment, on couvre un peu toute la palette, disons, des types d'armes dans l'action contre les mines. On est financé par des gouvernements, par des contributions volontaires, mais aussi par des ONG, des organisations internationales, les Nations Unies, qui nous financent chaque année.
Notre but, donc, on n'est pas un opérateur qui va sur le terrain et qui démine, voilà, nous ne déminons pas nous-mêmes. Notre vocation, c'est, disons, à conseiller les programmes nationaux, donc les autorités nationales, les Nations Unies, les programmes des Nations Unies, et puis à développer la capacité nationale. Donc, vraiment, nous, on est une petite organisation d'une cinquantaine d'experts, et puis nous, on va toujours dans ces pays, et puis on conseille, on développe les capacités existantes afin qu'à un moment donné, ces programmes puissent se gérer eux-mêmes. On développe aussi je vais juste aller là tout d'abord, malheureusement on ne va pas très bien, mais un autre mandat, disons, de nous, c'est donc le développement de méthodes voilà, de remise à disposition de terres, et puis aussi des techniques, disons, concernant la destruction des stocks. Par exemple, donc ça c'est l'autre chose. Et puis la troisième, c'est un peu la recherche appliquée. Donc c'est aussi quelque chose dont nous nous occupons. On est guidé par une stratégie pluriannuelle qui arrive à échéance voilà, en fin 2014, et puis on est déjà en train de travailler à la nouvelle. Et puis peut-être vous retrouvez un peu dans nos deux objectifs stratégiques un peu les défis que j'ai soulevés tout à l'heure. Donc voilà la définition claire du problème posé par les engins explosifs à l'échelle mondiale. Donc ça répond assez directement à cette nécessité d'arriver à une meilleure clarté de l'étendue de la contamination. Et puis notre contribution, disons, c'est d'arriver de fournir, disons, des méthodes de remise à disposition de terres améliorées, de fournir aussi des logistiques, des logiciels voilà, améliorés, et puis également donc permettre une meilleure aussi collection des données et une meilleure analyse des données collectionnées. Le deuxième objectif stratégique, c'est donc le développement des capacités nationales en fournissant du conseil, disons, concernant l'efficacité opérationnelle, en fournissant des outils stratégiques, comment bien gérer un programme, comment arriver, voilà, faire par exemple une stratégie pluriannuelle, comment intégrer l'action contre les mines dans des stratégies de développement. Donc tous ces aspects-là font donc également partie de nos objectifs stratégiques depuis 2012. Et puis donc ça j'ai déjà brièvement abordé. Encore voilà, deux mots pour conclure sur voilà, la Suisse et puis l'engagement de la Suisse dans l'action contre les mines. Vous avez mentionné que le centre a été créé par plusieurs États, mais à l'initiative de la Suisse. La Suisse est effectivement toujours voilà, notre contributeur principal, avec environ 8 millions par an. Ça représente 3/4 de notre budget. Et donc la Suisse est extrêmement engagée par rapport au centre, mais aussi plus généralement dans l'action contre les mines, avec voilà, entre 16 et 18 millions de francs que la Suisse contribue chaque année à ces activités de déminage. La Suisse a également été un des premiers pays à signer la Convention d'Ottawa, donc sur le plan politique c'est un signe assez important. Et puis en plus, la Suisse, l'armée suisse, le DDPS, détache des experts dans les pays affectés. Donc aussi avec le but, disons, de développer la capacité nationale. Donc, la Suisse dispose d'un certain nombre d'experts vraiment en la matière, et puis le DDPS donc, les met à disposition des programmes nationaux. Et donc la Suisse a donc même élaboré également une stratégie spécifique pour l'action contre les mines, qui va de 2012 à 2015. Voilà, j'aimerais conclure avec cette belle image de nos nouveaux locaux qui se situent dans la Maison de la Paix, un projet assez intéressant qui vise également donc, une meilleure intégration de tous les acteurs à Genève actifs dans la sécurité, dans la promotion de la paix, et qui, voilà, et puis où on est depuis début janvier, et puis sont donc effectivement
des locaux très beaux. Et puis voilà, comme vous pouvez voir sur la photo. Et puis sur cela, j'aimerais conclure. Et puis voilà, vous remercie de votre attention. Et puis je reste à votre disposition, bien sûr, pour toute question. Pour ce très clair exposé, et puis j'invite immédiatement l'Assemblée à poser des questions. Merci. Voilà, ma question est la suivante. En fait, vous avez parlé donc, du lien logique qu'il y aurait entre l'action contre les mines et le développement. Est-ce qu'il y a déjà des études sérieuses, des études qui ont été faites dessus, ou bien des enquêtes? Non, bien sûr. Donc ça, on a aussi un programme, disons, au centre, qui justement approche un peu l'action contre les mines d'un point de vue de développement. Donc il y a plusieurs études qui ont déjà été faites, comment vraiment faire de sorte que ces acteurs travaillent vraiment conjointement dès le départ en quelque sorte, et puis d'assurer cette transition, disons, sans interruption. Donc il y a vraiment une logique aussi. Il n'y a pas eu donc déjà, c'est assez nouveau comme procédé, je veux dire, il n'y a pas eu encore de résultats concrets sur le terrain, mais il y a déjà eu ma question c'est est-ce qu'il y a déjà eu des résultats concrets sur le terrain en fait? Non, bien, vous avez raison. Donc il y a 10 ans, ça n'a pas été aussi perçu comme une priorité en quelque sorte. Donc c'est ce lien entre l'action contre les mines et puis le développement. Mais maintenant c'est vraiment un concept qui s'est vraiment matérialisé en quelque sorte, et puis qui est entré un peu dans l'esprit aussi des opérateurs. Et puis il y a déjà des exemples assez concrets, des études de cas qui ont été faites pour justement analyser un peu ce point, disons, de handover en quelque sorte entre ces plusieurs phases. Donc c'est une phase de transition, donc il n'y a pas un point particulier. Non, mais ça a été déjà étudié. Voilà, je vois ça. Bon, j'ai beaucoup apprécié votre exposé, mais je suis ni mineur, ni membre de troupe de génie. Mais dites-moi, pour la défense, de certains points stratégiques, je me rappelle des tunnels et des ponts dans la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'il y a un meilleur moyen que d'avoir des mines anti-chars à des points clés? Et donc tout ce que vous avez dit c'est magnifique, mais donc d'abord il faut que tout le monde s'y fait, et donc c'est peut-être le cas, et je pense même si vous pensez à la défense qui est l'attitude de notre armée, comment vous voulez défendre sans mine? Oui, bon, voilà, c'est une question un peu délicate. Je peux peut-être juste argumentant en renvoyant un peu aussi à l'histoire. Donc, je vous ai mentionné que pendant les années 90, il y a eu donc ce mouvement vers l'interdiction des mines antipersonnelles. Et puis là, il y a parmi les États, peut-être moins dans les forces armées, mais au moins il y a eu disons, une approche différente par rapport aux mines antipersonnelles. Je prends juste cet exemple, mais on pourrait argumenter de même pour les armes à submunition ou pour les mines anti-chars. Mais justement de considérer ces mines pas simplement d'un point de vue militaire et puis peut-être de leur utilité militaire, mais de prioriser en quelque sorte les causes humanitaires. Et puis ça a été une balance qui a été faite, et puis certains États qui n'ont pas encore ratifié cette convention ont justement cet argument. Donc pour eux c'est vraiment un dispositif nécessaire dans la sécurité nationale. Tandis que 161 pays pour les mines antipersonnelles ont quand même réalisé que peut-être les effets humanitaires ne soient peut-être plus aussi justifiables par rapport aux cas militaires. Donc il y a cette balance que chaque État doit faire à un moment donné. Et puis la Suisse, comme je vous l'ai dit, a été un des premiers pays à vraiment s'engager aussi politiquement dans ce processus d'interdire les mines antipersonnelles. Oui. J'ai été surpris de voir que la Confédération a une stratégie 2012-2015, alors que vous avez une stratégie 2012-14.
Oui. Est-ce qu'il y a un objectif à terme d'harmoniser les stratégies sur les mêmes périodes? Non, c'est une bonne remarque. Et puis, effectivement, donc, je pense 2015, c'est aussi un peu en vue, voilà, les buts de développement du millénaire. Donc c'est jusqu'en 2015. Donc je pense que la Suisse s'est vraiment orientée un peu aussi dans cette perspective-là, d'attendre un peu le processus d'élaboration, disons, des nouveaux buts au sein des Nations Unies qui se fait actuellement, et puis après d'arriver à une nouvelle stratégie. Nous, dans notre processus maintenant d'élaboration de notre nouvelle stratégie, effectivement, on tient mieux compte aussi du cadre de la Confédération. Même s'il faut dire que voilà, on est une organisation indépendante et puis on a notre propre agenda en quelque sorte. Donc, on est bien sûr on a de forts liens avec la Suisse et puis c'est aussi un de nos meilleurs contributeurs. Mais en même temps, on a aussi d'autres contributeurs qui ont peut-être leur propre agenda et puis leur propre stratégie aussi. Mais voilà, ça c'est vraiment un point dont on va certainement tenir compte pour aligner un peu mieux ces différentes périodes stratégiques. Est-ce qu'on va le concept du pollueur-payeur? Parce qu'il n'y a pas 50 millions de fabricants sur le monde. Ouais. Donc on sait forcément d'où les dommages collatéraux subis par les populations civiles sont à l'origine. Est-ce qu'on se dirige au niveau international vers faire payer les efforts de déminage et de promotion de l'Institut par ceux qui produisent les armes en question? Non, c'est une question extrêmement intéressante. Parce que les banques suisses payent beaucoup. Hein. La Suisse paye beaucoup. Donc on peut imaginer que certains fabricants de mines puissent payer aussi. Ok, laissez-moi commencer par un petit renvoi aux conventions. Donc, dans la convention, normalement, la contamination par les mines ou par les armes de munitions est normalement considérée comme la responsabilité de l'État affecté. En même temps, il y a une provision, un article très spécifique qui appelle la communauté internationale, disons, à fournir de l'assistance. Donc, il y a un peu deux articles qui se complémentent en quelque sorte. Et puis donc, dans les faits, justement, il y a beaucoup d'États qui ont utilisé des mines antipersonnelles, par exemple, qui s'engagent fortement dans le déminage. On peut prendre l'exemple des États-Unis, qui sont le meilleur contributeur de l'effort à l'échelle mondiale. Même s'ils n'ont pas encore ratifié la Convention, donc ils ne seraient pas juridiquement obligés, disons, à fournir une aide quelconque. Mais voilà, ce principe n'est pas entériné quelque part juridiquement, mais dans les faits, voilà, ça se fait quand même. Ouais. Et la Suisse, est très engagée également, sans être un pollueur. Oui, madame. I'm going to ask a question in English because my French isn't sufficient. Landmines continue to be used as a weapon in modern warfare. For example, I'll take Syria. Is there any protocols or conventions which have been developed or established to discourage such use? For example, would a government naturally using landmines then have that evidence used in the International Criminal Court of Justice at The Hague in terms of evidence against war crimes against humanity? Is there anything that's been developed? No. So far, I think it's not yet done. So, taking the example of Syria, Syria is not a states party to any of the conventions, neither for anti-personnel mines or cluster munition. So legally, they are not bound by the provisions of these conventions. At the same time, as you point out rightly, there is confirmed use actually of both landmines and cluster munitions, this evidence is then used by the international community more on a political level, and there was also a firm, the use was firmly condemned by states parties and by the convention, the convention's president itself. So there was a political movement and pressure on Syria. But from a legal point of view, so far there hasn't been any undertaking to bring that even at a higher level to a court of justice to argue in terms of war crime and so forth. So, to my knowledge, no, that hasn't been done so far. Because you're in the business of deterring the use of landmines, and
perhaps it would be a good idea to develop some protocols so countries that then still continue to use landmines as a method of warfare ought to be held accountable. Yeah. Otherwise, all countries in Africa and other countries in warfare are still continuing to use landmines as a weapon of war, unfortunately. So whilst you're having programs for clearance, you're still having to face new wars, using this as a major factor in its strategy. Vous pouvez répondre en français. Ok. Non, voilà, vous avez tout à fait raison. Non, c'est quelque chose. Voilà, c'est aussi la même chose avec les protocoles de Genève. Donc, ça permet justement après aussi considérer certains actes, voilà, comme des crimes contre l'humanité. Pour l'instant, pour les mines, ce n'est pas encore le cas. Et heureusement, voilà, le modus vivendi actuellement, c'est que l'utilisation, heureusement, est fortement limitée, voire inexistante. Mais dans des cas isolés, c'est effectivement le cas. Et puis, il n'y a pas encore vraiment un moyen juridique pour en faire face, voilà, sur les faits. Voilà. Gabriel? J'ai une question un peu ésotérique. Les rats. Oui. Qui les stimule? Qui pousse ça? Qui a inventé? Est-ce qu'ils meurent, les rats, en faisant leur travail ou pas? Non, donc je parlais brièvement voilà, du déminage mécanique, donc avec les machines. Il y a aussi le déminage manuel avec les détecteurs, et puis il y a le déminage voilà, par le biais d'animaux. Donc on peut utiliser les chiens, mais on peut aussi utiliser les rats. Et puis donc vous pouvez imaginer que c'est un énorme investissement, peu importe si ce sont les chiens ou les rats, vraiment à entraîner ces animaux. Donc voilà, ça ne serait pas très durable si le rat, voilà, une fois détecté la mine, il saute également. Non, donc ces rats ont vraiment l'odorat qui permet de détecter la mine sans la faire exploser. Ouais. Et où est-ce dans quel pays ça se fait? Donc, avec les rats, il y a une ONG particulière qui travaille avec les rats au Mozambique. Donc, ce n'est pas vraiment une approche généralisée, contrairement aux chiens qui sont utilisés dans plusieurs pays. Les rats, c'est surtout au Mozambique, en Angola aussi, si je ne me trompe pas, et qui, avec des résultats tout à fait intéressants. Christian Lenz. J'aimerais tendre un petit peu cette question. Est-ce que vous pouvez nous parler de différentes techniques de déminage, avantages, inconvénients, en termes de rapport coût, investissement, etc. Est-ce qu'il y a une évolution depuis le début des déminages jusqu'à maintenant? On a vu peut-être que certaines méthodes sont avérées plus efficaces que d'autres. Est-ce qu'il y a une méthode phare qui domine actuellement le marché? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Oui, non, tout à fait. C'est une bonne. Voilà, ce sont principalement ces trois méthodes. Voilà, pour être bref. Donc mécanique, manuelle et puis voilà, les animaux de détection. Et puis l'approche que le centre d'ailleurs a développée, c'est disons de prendre toujours en considération le contexte spécifique. Donc on ne peut pas malheureusement dire voilà, de Genève, voilà, vous utilisez que les machines parce que voilà, ça rapporte mieux en quelque sorte en termes de rentabilité. Mais peut-être la composition du sol ne permet pas une utilisation efficace des machines. Donc on doit quand même recourir au déminage manuel. La même chose pour les chiens, ils ne peuvent pas être utilisés dans des circonstances où il y a par exemple beaucoup de vent, ou beaucoup de végétation par exemple. J'ai vu récemment des images de la jungle, de l'équateur, et puis voilà, où c'est simplement impossible d'utiliser des machines. Donc voilà, finalement ce sont les démineurs, comme on les voit avec le détecteur, qui font le travail. Donc l'approche doit vraiment être différenciée et puis adaptée aux circonstances locales. Et puis voilà. Et puis il y a beaucoup de facteurs comme le sol, la végétation, les conditions plus générales. Voilà, vous pouvez imaginer. Donc il y a des mines vraiment dans plein de contextes différents. Ça peut être dans la jungle, comme je veux dire, dans le désert, dans du sol très très compact, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, malheureusement, à une question simple, je n'ai pas une réponse simple. C'est un peu ça. Et puis, cette approche, disons, que le centre a développée, vise justement à arriver à une approche, ou l'approche la plus efficace
en termes de coûts et puis de résultats en utilisant tous les moyens à disposition. Alexandre? Oui, vous posez des questions justement sur les coûts des différents systèmes, mais je ne vais pas vous la poser puisque vous y avez déjà répondu. Par contre, vous avez parlé de très important, le transfert en fait, des compétences vers, j'imagine que c'est des ONG locales, ou c'est des anciens militaires, ou c'est des associations, ou c'est des administrations, ou des collectivités locales. Est-ce que vous pourriez parler de cette manière de transférer les compétences? Combien de temps ça prend? Combien de personnes on laisse sur place? Combien de personnes sont nécessaires pour traiter des surfaces de différentes tailles? Ouais. Non, voilà, le transfert de compétences, c'est primordial, disons. C'est vraiment, voilà, je pense que c'est un concept, disons, qui se fait, voilà, dans le monde du développement en général. Donc, on intervient, mais afin de pouvoir se retirer à un moment donné, et puis la chose, elle continue. Donc, c'est un peu l'aide à l'auto. Donc, normalement, dans un pays concerné, il y a toujours une autorité compétente qui est en charge du programme et qui est normalement l'interlocuteur, disons, de nous, des Nations Unies. Et puis, c'est un peu notre partenaire aussi, voilà, je ne veux pas dire privilégié, mais disons notre premier partenaire. Et donc, le but, c'est vraiment de former les nationaux, disons, à gérer eux-mêmes le programme. Combien de temps ça prend, ça varie. Donc, il y a des programmes extrêmement larges. L'Afghanistan, c'est un programme de plusieurs milliers de démineurs. Tandis que dans les pays plus petits, où la contamination est aussi réduite, le programme est aussi réduit. Donc, il y a moins peut-être de lourdeur administrative en quelque sorte, et puis le système est moins complexe que dans des programmes extrêmement vastes. Voilà, normalement, voilà, avec le développement des compétences, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Donc c'est vraiment un processus continu, avec voilà, aussi des formations peut-être répétées, et puis un effort conjoint aussi. Par exemple avec le PNUD, qui a aussi un peu ce même mandat et qui est souvent également présent dans le pays en question. Et puis nous après, qui intervenons depuis Genève, ponctuellement, ou avec du support, disons, à distance. Donc voilà, souvent c'est vraiment un processus qui s'étale sur une longue durée, et puis qui décroît au fur et à mesure. Ça, c'est un peu le but. Ah bon. Oui, Gérard. Je vais peut-être dire le nom, mais je suis impressionné par le fait que vous consacrez des moyens qui sont souvent très coûteux, très difficiles. Je pense au dressage d'animaux, etc. Est-ce que c'est pour des raisons morales que des méthodes beaucoup plus primitives, comme l'usage d'un troupeau de moutons, ne sont pas utilisées? Parce que sauter de moutons, ça peut se manger après. Oui. Non, vous avez peut-être pas si tort, oui. Non. Non, il faut, ça me rappelle un facteur justement. Donc, parfois un mouton peut représenter extrêmement, être d'une très grande valeur pour un paysan, voilà, pauvre en Afghanistan ou que sais-je. Donc pour nous, voilà, un mouton n'a pas beaucoup de valeur, mais pour ces personnes-là, ça peut être vraiment la grande fortune. Donc, oui, bien sûr, mais voilà, je sais pas, voilà, c'est peut-être quand même plus efficace de détecter que de, voilà. En tout cas, j'ai pas vu de discussion à ce sujet pour l'instant. Dans le secteur. Mais est-ce que votre institut a également une veille technologique pour voir les développements dans ces armes, s'ils continuent de se faire, dans quel pays continuent de se faire, et est-ce qu'il existe aujourd'hui des mines antipersonnelles totalement indétectables? Nous, on n'est pas experts, disons, dans cette matière-là. Ce que nous faisons, c'est, disons, de tester voilà, les détecteurs, les machines, etc. Donc, l'autre côté, disons, du spectre. Il y a effectivement, dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques, qui est la troisième convention un peu qui régule l'utilisation des mines et puis des restes explosifs de guerre,
là, il y a toujours des réunions aussi d'experts où les nouvelles avancées technologiques sont parfois présentées. Donc, ça, c'est la grande difficulté, justement, de dire que voilà, une mine soit complètement détectable. Donc, la même chose, c'est pour les armes à submission. Donc, il n'y a pas non plus une certitude que toutes les soumissions explosent. Donc, il y a toujours un degré, disons, d'échec. Et puis, donc, c'est un peu ces deux exemples que j'ai mentionnés où vraiment il y a des débats là-dessus. Et puis, donc, le centre n'est pas impliqué dans ce débat. Ça se fait principalement entre des experts militaires au sein de conventions et autres. Mais il y a des développements qui se font. Donc, je me rappelle encore une intervention américaine qui parlait d'une mine araignée qui se déplace, etc. Une mine anti-char qui justement devrait faire abstraction ou devrait distinguer entre un tank et puis un bus. Donc il y a justement toujours la recherche qui se fait pour rendre ces armes plus humaines en quelque sorte. Ouais. Même si par la petite. Très bien. Nous arrivons au terme de cette intervention. Nous avons échappé de peu à la coupure. On a eu, je pense, quelques arguments suffisamment convaincants. En tous les cas, je vous remercie infiniment, Monsieur Hoffmann. Et permettez-moi de vous offrir ce petit florilège de vin genevois. Merci.